Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Cyril Adam. 23 septembre 2024 à Nîmes, c'est un procès peu ordinaire qui s'ouvre devant la cour criminelle du Gard. Celui d'un homme qui se fait appeler Loup Blanc. Tout commence dans le midi de la France, non loin de Montauban, au château de Granès. Un magnifique pavillon de chasse situé au cœur d'un vaste et beau domaine. Bienvenue au château, c'est un monument classé monument historique. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est un monument qui date du 19e et c'est une immense bâtisse, un endroit majestueux. Il y a un parc de 40 hectares autour. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et c'est véritablement un endroit très privilégié. C'est dans ce décor somptueux que Cyril Adam anime depuis plus de 20 ans des stages d'éveil spirituel basés sur la méditation. Il s'intéresse à tout ce qui se fait en matière de bien-être, de méditation, d'épanouissement personnel. Il vous vend toute une formation qui vous permet d'aller mieux. Il y a vraiment de quoi faire des séminaires qui ont l'air plutôt sympas. Yannick Philippona, journaliste à Midi Libre. Dans ce cadre assez idyllique. Au château de Granès, le temps d'un week-end ou d'une semaine, Cyril Adam propose une vraie déconnexion. Son credo, trouver le bonheur en se reliant à la nature et à soi-même, comme il le précise sur les réseaux sociaux où il compte des milliers d'abonnés. En voici un extrait. Quand tu es dans la forêt et tu médites, tu vois la paix qui t'envahit, la sérénité, tu te recharges. Ils sont des centaines venus de toute la France à suivre les enseignements de Cyril Adam. 3 adeptes que nous appellerons Caroline, Alice et Patrick ont accepté de témoigner de leur vécu sous couvert d'anonymat. Nous sommes en 2012. Caroline a 33 ans et sur les conseils de sa mère, qui connaît bien Cyril Adam, elle décide de s'inscrire à un stage. Elle est alors cadre dans la fonction publique et mère de 2 jeunes enfants. Et elle se sent submergée par son quotidien. Moi, je suis une jeune mère et dans mon couple, en fait, je me sens peu, voire pas du tout épaulée au quotidien et je ressens une charge très très lourde sur mes épaules. Caroline, victime. Donc j'espère trouver des outils pour améliorer ma situation générale. Caroline se rend donc au château de Granès dans l'espoir d'aller mieux, sans se douter que cette décision va bouleverser sa vie. 12 ans plus tard, elle se souvient encore de son premier contact avec Cyril Adam. Je reste complètement subjuguée par cette rencontre. Je suis très impressionnée par les cérémoniales quand il arrive en chaman, avec ses plumes, avec le calumet de la paix, avec ses danses. Je me dis, mais c'est incroyable, j'ai la chance d'avoir été acceptée dans cette communauté, avec cet homme qui est très grand, très bon, très sage. Cyril Adam est un personnage effectivement assez charismatique. Jean-Baptiste Cesbron, avocat des parties civiles. Qui exerce une forme de magnétisme assez immédiat sur les personnes qui peuvent le rencontrer. On le voit avec des plumes et, j'allais dire, tout ce qui va avec. Il joue de la flûte,
il joue du tambour. Loup Blanc, il a son costume. Ce folklore, pour les nouveaux venus, c'est assez saisissant. On est loin des séjours de méditation qu'ils imaginaient plus austères. Alice a 34 ans lorsqu'elle rencontre Loup Blanc pour la première fois en 2019. Et elle aussi tombe aussitôt sous le charme du chaman. Ah, mais c'est quelqu'un de très sympathique, très original, vraiment hors du commun. Alice, victime. Avec son déguisement, son sourire, charmeur, très charmeur. Je suis restée très marquée par cette approche vraiment très amicale. Alice est ravie. Ce guide spirituel qu'on lui a conseillé a l'air incroyable. C'est exactement ce qu'elle cherchait. Esthéticienne et masseuse dans de grands palaces parisiens, sa clientèle est exigeante. Grâce à Loup Blanc, elle espère se ressourcer. Et ça marche. Je suis émerveillée. Je me sens vraiment pleinement épanouie. Et puis il y a tous les voyages intérieurs qui sont magnifiques. Quand on médite pendant des heures, c'est un peu comme si on avait fait une détox, vous voyez, émotionnelle, psychologique. Pour Patrick, tout commence en 1994 via un ami proche de Cyril Adam qui lui en a dit le plus grand bien. Curieux, Patrick décide de rencontrer le fameux guide. Il a 21 ans et c'est le début d'une aventure qui va durer un quart de siècle. Je vais découvrir un monde que je ne connaissais pas du tout. Patrick, victime. Tout le monde s'aime, tout le monde a le sourire, tout le monde semble heureux. Tout cet amour qui circule pour Patrick, c'est un déclic. Aux côtés de Cyril Adam, il pense enfin avoir trouvé ce qui lui manquait. J'ai vu en lui le père que je n'ai pas eu. Et je pense que ça a été déterminant. Patrick décide de rejoindre le mouvement. C'est là qu'il va rencontrer sa femme et y passer une partie de sa vie. Subjugués par ce guide spirituel hors du commun, Alice, Caroline et Patrick vont fréquenter assidûment ces stages pendant des années, comme beaucoup d'autres. Car au-delà du folklore et du costume, Loup Blanc revendique aussi des pouvoirs incroyables. J'ai rencontré des adeptes qui expliquent que c'est vraiment un mage blanc. Cyril Adam, il est dans la droite ligne du chamanisme, le chaman étant un personnage qui dit être en connexion avec Dieu, qui a un pouvoir extraordinaire, surnaturel. Il peut communiquer avec les animaux, il a le don de l'orage, de la pluie, d'être en osmose, en harmonie avec la nature. C'est un super-héros. Cyril Adam n'est pas seulement chaman, il se prend carrément pour l'envoyé de Dieu sur Terre. Voilà comment il se présente sur les réseaux sociaux. Sois en paix et sache que je suis Dieu. Sois en paix et sache. Et pour en convaincre ses fidèles, il n'hésite pas à se mettre en scène. C'était un de ses rituels préférés. Il faisait produire un pain et un vin. Et en fait, il donnait le pain et le vin comme Jésus le faisait. Donc on attendait, on passait les uns après les autres et ça c'était un moment extraordinaire. Le plus impressionnant en fait, c'était sur les cérémonies où il jouait du tambour. Des cérémonies parfois filmées et publiées sur ses réseaux sociaux, comme cette danse surprenante baptisée la danse du Condor pour la montagne sacrée des ancêtres en Mongolie. Et là, en jouant du tambour, il y avait une montée de l'énergie. Imaginez 80-100 personnes. Voilà, tout le monde danse très fort. Le tambour, il y a quelque chose d'assez excitant.
première fois de ma vie que j'entends des cris, des pleurs, des gens qui se roulent par terre. C'est des sortes de transes que je n'avais jamais vues. Il y a des gens qui se prennent pour des animaux, par exemple. Bon, il y avait une personne, elle se prenait pour une grenouille, un autre qui faisait la danse d'un oiseau, comme si on était possédé. Et ça, moi-même, je l'ai vécu, ça. Cet état second, c'est de la transe chamanique, une pratique tout à fait légale en France. Elle a même fait l'objet d'un documentaire pour le moins étonnant, diffusé au Centre Pompidou à Paris en 2014, avec comme personnage principal Cyril Adam lui-même. Faut pas croire que je suis un humain. Faux. Je suis 100% loup. Je transforme l'ADN, je renvoie le message, c'est-à-dire ciel-terre en harmonie. Je rentre pas dans les gens, je leur dis pas fais ceci, fais cela. Hein. C'est le rythme qui rentre. Et c'est ce qui amène la transdanse. Grâce à ses pouvoirs divins, Loup Blanc promet à ses élèves un vrai lâcher-prise, loin des carcans de leur quotidien et de la société. Pour Caroline, toutes ces cérémonies et ces initiations spirituelles, c'est une révélation. Elle est arrivée chez Loup Blanc épuisée par sa vie, elle en ressort transformée. Il y a vraiment un sentiment de puissance, en fait, que je ressens, moi, en sortant de là. Je me sens forte. Tout ça, ça va participer un peu à la légende et au mythe de Cyril Adam, doublé d'une très forte personnalité et d'une grande autorité qui impressionne. Nous sommes en 2020. Loup Blanc compte désormais des centaines de fidèles. Certains suivent ses enseignements depuis plus de 20 ans. Il édite aussi des livres et compose de la musique qu'il diffuse sur les réseaux sociaux. C'est un guide spirituel reconnu dans les milieux ésotériques. Mais un jour, tout va basculer. Septembre 2020. Un signalement inquiétant arrive au parquet de Nîmes. Il provient de la Miviludes, la mission interministérielle qui lutte contre les sectes. 5 femmes et 2 hommes viennent de dénoncer leur ancien mentor, Cyril Adam. Ils l'accusent de viol et d'abus de faiblesse. Immédiatement, une enquête est ouverte. Elle est confiée à la gendarmerie avec le renfort d'une division unique en France, un groupe d'enquêteurs formé à la traque des gourous et spécialisé en emprise sectaire. Ils décident donc de se pencher sur l'activité de ce guide spirituel dénoncé par des adeptes. Sur Internet, ils découvrent que Cyril Adam est à la tête d'un mouvement qui s'appelle le chamanisme de l'origine. Le chamanisme de l'origine, c'est un peu une idée de génie. Pourquoi ? Parce que, j'allais dire, c'est un fourre-tout idéologique. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Vous vous intéressez au taoïsme, vous en avez. Vous vous intéressez à l'hindouisme, vous en avez. Vous vous intéressez au bouddhisme, vous en avez. C'est comme les grands magasins, on trouve de tout chez Cyril Adam. Il va créer de toutes pièces une religion, celle de Cyril Adam. Et le chef, le patron, le big boss, c'est lui. Son site internet est certes un peu pittoresque, mais a priori, rien de suspect. Pourtant, en creusant un peu, les enquêteurs vont faire quelques découvertes intéressantes. Les gendarmes se rendent compte qu'il y a une sorte de discours complotiste. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Un peu derrière ce vernis ésotérique, quasiment paranormal. C'est-à-dire, il y a, d'une part, le mouvement de Loup Blanc, et à l'extérieur, c'est horrible. Tout au long de ces 26 années, j'ai toujours entendu les médecins vous veulent du mal, les politiques, le gouvernement ne vous aiment pas. Il en veut qu'à votre argent. Attention au vaccin, c'est pas bon. Rentrer dans son mouvement permet
de se protéger de cette agression extérieure. Laurent Layé, psychiatre. À l'intérieur du mouvement, on est protégé. On trouve là un des piliers des mouvements sectaires. La vérité, c'est Cyril Adam qui la donne. Personne d'autre. Qui se cache derrière ce chaman complotiste ? Les enquêteurs décident de se pencher sur sa vie. Ils veulent en savoir plus sur cet homme intrigant. Pour Cyril Adam, l'aventure commence en 1980. Il a 29 ans. C'est un artiste autodidacte qui colle à son époque et qui s'intéresse très vite à la spiritualité. Nous sommes alors en pleine période New Age et Cyril Adam s'engouffre dans ce courant pour parcourir le monde. Cyril Adam, c'est un globe-trotter. C'est-à-dire qu'il a fait pratiquement toute la planète. Il est allé au Tibet, il est allé en Chine. Il a brassé des tas de cultures. À chaque fois qu'il fait un voyage, il s'intéresse à la spiritualité du pays et il emmagasine tout ça. Très vite, Cyril Adam donne des conférences pour diffuser sa philosophie, c'est-à-dire celle qu'il sait fabriquer tout seul. Et il va très loin dans son discours. Ils vont découvrir des choses proprement hallucinantes, les enquêteurs, notamment qu'il aurait reçu le fantôme de Sitting Bull, le grand chef indien, qu'il aurait parlé avec lui depuis l'au-delà. C'est Sitting Bull qui est venu lui dire tu es en fait le descendant d'un chef indien. Yannick Philippona, journaliste à Midi Libre. Qui sera loup blanc. Il dit aussi qu'il serait la réincarnation d'un ancien roi d'Écosse du Moyen-Âge, ce genre de choses. Donc c'est un peu le génie cosmoplanétaire qui serait venu sur Terre pour nous donner tous la vérité. Pour les enquêteurs, Loup Blanc a tout l'air d'un guide spirituel complètement bricolé. Mais est-il juste un illuminé qui croit en ses super-pouvoirs ou un manipulateur qui dupe ses adeptes ? La suite va leur donner un début de réponse, car ils découvrent qu'il était déjà dans le viseur de la justice dans les années 90. À l'époque, Cyril Adam officie en Normandie sous couvert d'une association nommée Harmonia. Les sectes reviennent sous les feux de l'actualité. L'Orne a aussi la sienne, une association déguisée qui s'appelle Harmonia, avec, vous allez le voir, odeur d'argent et un gourou totalement garanti. En 89, j'ai reçu la lumière qui est descendue, l'Esprit Saint, et c'est cet esprit, cette Kundalini éveillée, qui a permis que Harmonia puisse se répandre maintenant. Donc il ne vient pas de nulle part, si vous voulez. Il a déjà des casseroles antérieures. Le décorum, les accusations de violences sexuelles et de viol, plus les signalements qui avaient été faits, même si ça n'avait pas débouché sur des poursuites, tout ça dans la tête des enquêteurs, ça commence à faire beaucoup. À l'époque, Cyril Adam n'a pas été inquiété, mais à la suite de ce signalement, les enquêteurs découvrent qu'il a dissous Harmonia pour créer quelques années plus tard le chamanisme de l'origine. Cyril Adam cherche-t-il à masquer ses activités ? Et pour quelles raisons ? Pour les gendarmes, la manœuvre paraît suspecte. Ils décident d'entendre les plaignants et d'auditionner des adeptes toujours investis dans le mouvement. Ils veulent savoir ce qui se passe réellement au château de Granès. Et ils vont découvrir comment le chaman a peu à peu tissé sa toile autour de ses fidèles pour régner sans merci sur leur vie. Et là, les enquêteurs, ils vont un peu tomber de l'armoire parce que le fonctionnement des stages de formation chez Loup Blanc, c'est quand même un peu particulier. On doit
être en dévotion vis-à-vis de Cyril Adam. Caroline, victime. C'est les mots utilisés textuellement, dévotion. Quand on rentre en salle, tout le monde a une posture très respectueuse. Vraiment comme si on rentrait dans un temple, dans une église. Alice, victime. Les gens, ils s'abaissent, ils s'approchent pas trop de lui. Enfin, vraiment comme si c'était un saint, enfin une divinité vénérée. Les gens doivent venir se prosterner devant lui à genoux. On ne peut pas se précipiter à aller lui dire bonjour. Non, 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 non. Il faut attendre que, sa sainteté se déplace et vienne vers vous. Manifestement, Loup Blanc a mis en place un véritable culte de sa propre personne. Et cette mécanique implacable pour les asservir va très loin. Patrick en sait d'ailleurs quelque chose, car il a passé 26 ans aux côtés de Cyril Adam. Il nous avait dit, à chaque fois que vous me croiserez, vous vous arrêterez, vous vous inclinerez. Patrick, victime. Et il nous a dit, quand vous passerez devant mon trône, même si je ne suis pas là, vous vous inclinez. Les témoins racontent aussi les repas frugaux et le jeûne qui les affamait tous, sans compter le rythme soutenu des journées. Et lorsque vous êtes au château de Granès, ce sont des journées extrêmement bien remplies. Jean-Baptiste Cesbron, avocat des parties civiles. Vous vous levez avant l'aube, parfois, pour des séances de méditation, des séances de prière. On est capable de faire 8, 9, 10 heures de méditation par jour, parfois même plus. Et ça peut aller jusqu'au bout de la nuit. On mange très peu. Et puis on médite. Et ça continue. Et tout ça fait que vous vous affaiblissez physiquement, vous vous affaiblissez intellectuellement, et vous devenez de plus en plus poreux à l'enseignement qui vous est donné. On est face à des gens qui sont en situation de vulnérabilité. Pour les enquêteurs, ce régime sec et épuisant ressemble fort à du conditionnement. Et ce n'est pas tout. Ils apprennent que Loup Blanc droguerait aussi ses adeptes via des plantes ou des mixtures qu'il concocte lui-même, un privilège qu'il réserverait à ses disciples les plus méritants. Tout le monde attendait évidemment d'être choisi, d'être élu. Et là, il pouvait nous donner un tabac à boire ou à sniffer. J'ai déjà pris de l'ayahuasca. J'ai déjà pris de l'iboga. Ce sont des plantes qui sont surnommées les petites morts. Moi, j'ai eu, je pense, comme des hallucinations. J'avais l'impression que, entre guillemets, j'allais toucher l'éveil tellement c'était fort. On est dans un autre état, on ne sait pas trop, c'est très particulier. En tout cas, on est sous l'effet d'une plante, ça c'est certain. Des plantes interdites en France et qui mettraient les adeptes dans un état second propice au lavage de cerveau. Mais ce qui va surtout intéresser les enquêteurs, c'est l'organisation pyramidale mise en place au sein du mouvement. À sa tête, Loup Blanc bien sûr. Au bas de l'échelle, les adeptes. Et entre les deux, les MacGregor, sa garde rapprochée, composée des plus fidèles au maître. Visuellement, ils sont reconnaissables parce qu'ils portent le tartan, un morceau de tissu écossais. Quand il intronise un MacGregor, la personne est à genoux devant lui et il lui dépose son tartan sur les épaules. C'est une grâce suprême que de recevoir un tartan et on est proche de Cyril Adam et ça vous met au-dessus de la hiérarchie. Moi, je me souviens que je m'étais installée en tailleur à côté d'une MacGregor, dont mon genou a touché le sien. Elle a réagi tout de suite en disant « faut surtout pas me toucher ». Quand vous étiez au sein de cette communauté, vous vouliez accéder à ces fonctions-là parce qu'elles étaient plus prestigieuses que les autres. Et vous aviez l'impression de vous rapprocher du maître. Si tu es obéissant, tu seras récompensé.
En revanche, au moindre écart, ce serait la punition. Et les enquêteurs comprennent que Cyril Adam réglait ses comptes devant tout le monde avec une grande sévérité. J'ai moi-même été victime d'humiliation devant 120 personnes. On est dans le noir. C'est juste éclairé par des bougies dans cette grande salle. Et il se balade dans les rangs, entre les personnes, jusqu'au moment où il va prononcer mon prénom. Et il va me hurler dessus en me disant « Ouvre les yeux, qu'est-ce que tu vois dans mes yeux ?» Et moi, totalement apeuré, parce que vous êtes impressionné. Je suis sidéré. Le recadrage, très sec qu'il pouvait avoir vis-à-vis des personnes, les menaces, parfois les insultes, ça nous conditionnait aussi quelque part parce qu'on avait très peur qu'on soit le suivant à se prendre des réflexions et c'est très destructeur parce que ces humiliations-là, elles étaient assez régulières. Visiblement, Cyril Adam ferait régner la terreur dans son mouvement. L'humiliation, le jugement est quelque chose de structurel chez Cyril Adam, comme dans toutes les communautés sectaires. C'est la manifestation de son pouvoir, c'est la manifestation de sa toute-puissance, de son omniscience, de son omnipotence. C'est le bon vouloir du maître. Laurent Layet, psychiatre. Et ça va les mettre dans une situation d'assujettissement total. C'est-à-dire qu'ils sont à la merci du chef du mouvement. Donc à ce régime-là, au bout de quelques semaines, quelques mois, vous êtes suffisamment fragilisé pour accepter à peu près n'importe quoi. Culte de la personne, privilèges et punitions arbitraires, pour les enquêteurs, Cyril Adam a monté tout un système pour s'imposer en maître absolu. Et ce pouvoir sans limite ne s'arrêterait pas au stage. Même quand les disciples sont loin, il s'organiserait pour les maintenir sous influence. Moi, je vivais à 800 km de lui, je ne le voyais quasiment jamais. Mais mon quotidien était rempli de lui, de ses injonctions. Lorsque vous étiez chez vous, vous deviez honorer quelque part la mémoire, l'image en tout cas de Cyril Adam. Ça fait partie des rituels. On a tous, les élèves, une photo de lui dans sa chambre, voilà, tous les jours, sur notre petit hôtel. Et comme ça, vous aviez la photo de Cyril Adam avec des petites bougies comme ça qui brûlaient devant elle. Donc vous lui adressiez des prières rituelles, attention, c'est-à-dire qu'il fallait les faire. Entre chaque stage, Cyril Adam exige de ses élèves qu'ils méditent plusieurs fois par jour, comme il le conseille aussi dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Prière pour l'harmonie. À réciter 3 fois de suite entre 3h et 5h du matin, midi et minuit, dans les 3 mondes, matériel, spirituel, divin. Tout est relié à Cyril Adam. Tout. Nos nuits, nos journées. Le quotidien des adeptes est rythmé par les injonctions du maître. Car dans le monde de Cyril Adam, rien n'existe hormis le mouvement. Très vite, j'entends la véritable famille. C'est ici, c'est le groupe. C'est pas la famille du sang. Le monde extérieur, c'est mal, et votre famille, c'est mal. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Il isole l'individu de sa cellule familiale. Socialement, ma vie s'est transformée parce que notre entourage n'est pas le bon entourage. La famille, moi, ça a explosé très rapidement. Ma mère, elle me reconnaissait plus. Elle avait peur de sa fille. Patrick s'est investi corps et âme pendant des années pour Cyril Adam, jusqu'au jour où il envisage de tout plaquer. Mais quitter le mouvement n'est pas sans risque non plus. Et à un moment donné, je me suis dit, mais non, c'est pas ça que je veux. Et ça a été le début de mon départ. C'est là où j'allais sortir. Mais j'avais très peur. Parce que quand on est en couple et qu'il y en a un qui part, Cyril Adam,
Il laisse pas ça comme ça. On casse le couple, il casse le couple. Lorsque vous quittez la communauté, du jour au lendemain, vous n'avez plus aucun contact avec l'intégralité des membres qui étaient vos amis, vos proches, votre seule famille finalement. Malgré sa peur, Patrick se résout à partir. Oui, j'étais épuisé. Complètement épuisé. Physiquement, moralement, psychiquement. J'en pouvais plus et ce passage-là a été très difficile. Parce que je ne voulais pas quitter ma femme. Je ne voulais pas qu'elle me quitte. Je ne voulais pas qu'on soit séparés par ce gourou. Ma femme était déchirée entre son maître et son homme. Elle a fait le choix de son homme. C'est pour ça qu'on est ensemble encore aujourd'hui. Châtiment, isolement, mauvais traitement. À l'issue de ces auditions, les enquêteurs ont listé plus de 30 techniques de manipulation chez Cyril Adam. Il aurait mis en place une véritable mécanique d'emprise sur ses disciples. Il y a tous les ingrédients qui laissent à penser qu'on est bien dans une secte. On vous appelle, vous répondez. Il n'y a pas de consentement dans le monde de Cyril Adam. C'est son droit. Il le veut, il le prend. C'est tout. C'est aussi simple que ça. On est loin du guide spirituel censé conduire vers l'harmonie et l'épanouissement personnel. Et ce que s'apprêtent à raconter les 5 plaignantes va faire basculer l'affaire. Les enquêteurs vont découvrir comment Cyril Adam aurait usé de son aura pour les abuser sexuellement. Voilà 3 ans que Caroline suit les enseignements de Loup Blanc lorsqu'un jour de 2015, au château de Granès, il lui fait cette étrange confidence. Ton âme est venue voir mon âme en rêve. Ton âme est venue me demander que je t'enseigne à faire l'amour et faire l'amour avec douceur. Donc là, je suis quand même très surprise de ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de choses. Caroline, victime. Je dis, ah bon, quand même, c'est étonnant. C'est quand même spécial parce que ça consiste très clairement à faire l'amour. Mais Loup Blanc la rassure. C'est un travail tantrique qu'il lui propose, destiné à libérer son énergie sexuelle. Une occasion unique d'évoluer dans son éveil spirituel. M'explique que c'est destiné à me faire évoluer encore plus fortement et plus vite, et que ce travail, il le fait pas avec tout le monde, parce que je m'inquiète de ça tout de même. Et donc, voilà, au bout de quelques arguments et de quelques jours, je confirme que je suis d'accord pour faire ce travail en suivant ces instructions comme il me l'indique. Caroline pense qu'elle va vivre un moment exceptionnel. Elle est loin d'imaginer ce qui va lui arriver. Nous sommes en 2019. Depuis quelques mois, Alice fréquente régulièrement les stages de Loup Blanc. Lorsqu'un beau jour, à sa grande surprise, il la contacte. Commence alors entre eux une correspondance intense. Il m'envoie beaucoup de messages très valorisants, avec de très belles images, vraiment sur la féminité. C'est très poétique. Et j'ai aimé ça, parce que j'ai vu en lui une figure paternelle. Alice, victime. Puis, il me propose assez rapidement un travail tantrique, à savoir que j'ai déjà côtoyé un enseignement tantrique auparavant, sans toucher, habillé. Ça n'incluait pas la sexualité. Alice accepte donc son offre en toute confiance, sans se douter une seconde de ce qui l'attend. Voilà, je vais rejoindre le maître, il va me transmettre quelque chose. C'est une chance de pouvoir bénéficier de ça, j'y vais, quoi. Et là, il m'accueille avec le paréo. Et puis très rapidement, il se déshabille et... Loup Blanc aurait exigé d'elle
une fellation. Alice est sidérée. Mais face au maître, elle n'ose pas dire non. Comme tout ce qu'on reçoit de lui, même le fait de le toucher, c'est une bénédiction. J'exécute d'autant plus. Mais là, il n'y avait pas de complicité, je sentais pas de la tendresse. Je sentais pas tout ça. Et puis, lui, il avait son doigt sur mon front et sa main sur ma tête quand je faisais la fellation. S'ensuit un rapport sexuel. Toujours sous le choc, Alice est incapable de réagir. Puis, rapidement, Loup Blanc l'aurait congédiée. Je me suis sentie très mal. Pour lui, jamais j'ai eu du désir sexuel. Pour Caroline, ce soi-disant travail tantrique vire aussi très vite au cauchemar. Moi, quand j'arrive, je suis très impressionnée. C'est pas un amoureux lambda, c'est aussi un maître et qui se positionne clairement en maître. Et à un moment donné, j'ai vraiment cette vision-là, je le vois en fait au-dessus de moi et il n'a plus d'expression. En tout cas, il n'a plus l'expression que je lui voyais avant d'un homme aimant et chaleureux. Et je vois un homme sans expression, son visage fermé, qui fait peur, hein, enfin c'est pas anodin. Et puis après, au bout d'un moment, il me dit stop, bon là, on arrête. Et bon voilà, je me rhabille rapidement et alors, j'ai vraiment une impression quand je sors d'être un bout de viande. Et voilà, je repars complètement désarçonné dans ma chambre et la nuit qui suit, en fait, je fais un rêve d'agression sexuelle. Et pourtant, Caroline ne réalise pas ce qu'elle vient de subir. À la demande de Cyril Adam, elle revient donc chez lui pour terminer son initiation tantrique. Elle racontera avoir subi d'autres viols et des agressions sexuelles. À la suite de ces événements, qu'elle n'arrive toujours pas à qualifier, Caroline se sent de plus en plus mal. Et elle finit par quitter le mouvement en 2018. Elle pense alors reprendre le cours normal de sa vie, mais le traumatisme la submerge. Voilà, en 6 mois, je me suis totalement effondrée et un jour, je n'ai plus pu aller au travail. Voilà, c'est aussi simple que ça et aussi dur que ça. De son côté, Alice ne comprend pas non plus ce qui lui est arrivé. Pendant 2 ans, elle retourne au château de Granès où, là encore, elle nous raconte avoir été violée. Et peu à peu, une terrible angoisse l'envahit. J'ai une remontée de terreur et d'attaques de panique qui s'installent. Que jour et nuit, je fais des cauchemars que je suis violée, que je n'arrive plus à être dans mon corps. Je suis dans la terreur et à l'intérieur, ça résonne viol, viol, viol. Effrayée, Alice finit par se sauver du château. Elle sera hospitalisée pendant 3 mois. À la gendarmerie de Nîmes, les auditions s'achèvent et toutes ces femmes racontent la même histoire. Pour les enquêteurs, un mode opératoire se dessine. C'est toujours la même histoire. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est-à-dire, viens, je vais t'apprendre à faire l'amour. Je vais t'apprendre à mieux gérer ton énergie personnelle. Je vais t'apprendre à mieux t'épanouir. Parce que si vous faites mieux l'amour, ça ira mieux d'une manière générale. Il y a toute une mise en condition, je dirais. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Qui est autour de le fait de lever ces tabous au niveau sexuel et à vivre une vie plus libérée. À l'issue de ces auditions, tout porte à croire que Cyril Adam a manipulé ces femmes afin d'obtenir des faveurs sexuelles. Pour les enquêteurs, il est évident que les plaignantes étaient sous emprise au moment des faits. Et ce qu'elles décrivent correspond à un viol,
un acte sexuel non consenti imposé par contrainte psychologique. Les 5 femmes décident donc de porter plainte contre Cyril Adam. Le 7 décembre 2021, Cyril Adam est interpellé au château de Granès et placé en garde à vue. Dans la foulée, les gendarmes saisissent tout son matériel informatique. Alors que son interrogatoire commence, l'homme paraît serein et sûr de lui. Il n'a pas l'habitude des gardes à vue, mais bon, il ne se démonte pas. La première chose qu'il va dire, c'est que pas du tout, c'est pas du tout un gourou, c'est une sorte de coach un peu spirituel. Gourou, ce terme, Cyril Adam veut évidemment jamais en entendre parler. Il affirme que son mouvement n'a rien d'une secte. Ce n'est pas une communauté qui vit reculée du monde à plein temps. Entre chaque stage, les adeptes retournent à leur vie et chacun a le choix de revenir ou pas dans le mouvement. Quand je suis libre d'y adhérer, d'y aller, de partir, de ne plus revenir, je suis libre. Carlo Alberto Brusa, avocat de la défense. La notion de liberté du disciple, de l'élève, est antinomique avec la notion de secte. Quant aux accusations de viol, il a la réponse toute trouvée. Il explique que ce sont des rapports sexuels, bien évidemment, consentis. Et d'ailleurs, il dit quelquefois que c'est elles qui sont en demande de rapports sexuels. Dans l'affaire de M. Adam, nous avons des femmes qui entrent dans une pièce, dans une chambre, d'une manière totalement volontaire. Elles ont des relations avec ce monsieur et il n'y a pas de violence. Parce qu'aucune femme a pu dire « j'ai subi des menaces ou physiques ou des actes de violence qui m'ont contraint à faire tel ou tel acte ». Et puis surtout, il sort un argument massu. Il dit maintenant, des femmes qui sont venues me voir, avec qui j'ai fait l'amour, il y en a je ne sais combien. Et elles n'ont pas porté plainte pour autant. Cyril Adam reste droit dans ses bottes. Il est même arrogant. Il n'hésite pas à donner quelques leçons de spiritualité aux enquêteurs. Mais les gendarmes ne désespèrent pas de le faire avouer, car dans la mémoire de ces ordinateurs, ils ont fait une découverte intéressante. On va trouver des milliers et des milliers de photos pornographiques. Donc, c'est-à-dire des photos de son sexe, des photos de sexe de femme. Et on est quand même aux antipodes du principe de l'élèvement spirituel que le mouvement prônait. Ça révèle aussi un aspect très particulier de son rapport au sexe. C'est quelqu'un qui visiblement est addict au sexe. Là aussi, Cyril Adam ne se démonte pas. Il explique que ces photos échangées avec ses adeptes faisaient partie de leur apprentissage. Une façon de les révéler à elles-mêmes, de les aider à s'épanouir sexuellement. Beaucoup de femmes sont arrivées dans des séminaires, et ils le disent, dans un domaine comme celui sexuel qui était parfois catastrophique. Soit elles étaient mariées, c'était catastrophique, etc. Donc ils vont, à travers une sorte de travail des spirituels, retrouver une envie du plaisir. Cyril Adam ne comprend pas les plaintes de ces femmes. Il crie même au complot. D'après lui, elles ont cru à une relation amoureuse qui n'existait pas. Alors humiliées, elles ont décidé de le punir en l'accusant de viol. Pour certaines, j'ai l'impression que le fait d'être passé d'une relation disciple à une relation, entre guillemets, amoureuse, mais qui n'est pas une relation exclusive, c'est là qu'est le point fondamental. Ce sont des amoureuses déçues. C'est ça. Elles se vengent. Et donc elles auraient voulu être la favorite du roi. Et comme elles n'ont pas été la favorite du roi, ils se sont vengées en disant « Ah non, il m'a violée ». Face aux enquêteurs, Cyril Adam continue d'affirmer que ces femmes étaient toutes consentantes
et que ces relations sexuelles visaient à les faire progresser dans leur éveil spirituel. Mais les gendarmes ont maintenant des éléments solides à l'encontre du gourou. Les accusations concordantes des plaignantes et l'utilisation avérée de techniques de manipulation. Tout démontre que Cyril Adam est à la tête d'un mouvement sectaire et que ses victimes étaient bien sous emprise. Le 9 décembre 2021, à l'issue de sa garde à vue, Cyril Adam est mis en examen pour viol et abus de faiblesse. Il est placé en détention provisoire. Vu son profil, on craint en effet qu'il puisse faire pression sur les victimes et qu'elles se rétractent. Or, dans cette enquête, tout tient à leur témoignage. Une affaire de secte, c'est pas comme une affaire d'homicide où on a le cadavre, le suspect, on l'interroge. Là, il faut démonter tout un système. Donc, ce genre d'affaire, judiciairement, c'est très très lourd. Pour consolider le dossier d'accusation, les enquêteurs lancent un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Ils sont à la recherche de preuves supplémentaires de l'emprise exercée par le gourou. Et ils vont découvrir une nouvelle facette du personnage. Le loup blanc aime le luxe et l'opulence, car pendant toutes ces années, il a aussi plumé ses adeptes. Un appel à témoins a permis de faire en sorte que la parole se libère. Jean-Baptiste Cesbron, avocat des parties civiles. Pour une raison assez simple, c'est que beaucoup de gens restaient un petit peu en retrait en se disant que leur parole ne pourrait pas être entendue, que leur parole ne pourrait pas être comprise par le monde extérieur, justement. De nouveaux témoins arrivent à la gendarmerie de Nîmes. Ils racontent le gouffre financier dans lequel ils sont tombés. D'abord, les nombreux stages que le maître leur imposait de suivre, soi-disant pour progresser dans leur éveil spirituel. Des séjours qui coûtaient jusqu'à 400 € pour un week-end, de 700 à 1500 € l'été. L'appétit de Cyril Adam ne s'arrêtait pas à un besoin sexuel important. Il y avait chez Cyril Adam un besoin également d'argent, un besoin de richesse assez éloigné des richesses spirituelles qu'il pouvait prôner dans le cadre de son enseignement. Financièrement, c'est une sorte d'engrenage qu'il a mis en place, c'est-à-dire qu'au début, on vient pour un week-end qui coûte 300 €, et plus on progresse dans les strates du mouvement, plus on s'élève, en fait, plus il faut venir, plus il faut faire de stages, et plus il faut surtout donner d'argent. Et ça n'en finit pas. Et cerise sur le gâteau, Cyril Adam exige qu'on le paie en espèces. Il réclamerait des billets verts, autrement dit des billets de 100 €, avec une justification pour le moins étrange. D'après son discours, il y a une sorte d'énergie qui passerait par les billets de 100 €, donc les adeptes sont tenus de payer leur stage, de tout payer avec des billets de 100 €. Mais ça n'est pas tout. Loup Blanc exigerait aussi des cadeaux. Si vous ne participez pas de la générosité vis-à-vis de Cyril Adam, bien entendu, vous allez être stigmatisé par l'ensemble de la communauté. Certains diront aux enquêteurs qu'ils se sont retrouvés pris à la gorge parce que c'était une fuite en avant perpétuelle, un puits sans fond où il fallait donner, donner et donner. Il y a plein de choses que j'ai pas pu faire, je me suis pas meublée. Caroline, victime. Je suis restée longtemps dans une forme de dénuement parce que le sacrifice, c'était d'abord et avant tout les initiations. Certains adeptes se retrouvent à la rue. Ils n'arrivent plus à payer leur loyer. Ils sont ruinés. On est quand même face à un système extrêmement organisé de spoliation. Certains adeptes parlent de 150 000 €. 150 000 € qu'ils ont donnés à Cyril Adam. Le mouvement de Cyril Adam, c'est une usine à fric. Chez Loup Blanc, pour s'élever spirituellement, il faut surtout alléger son compte en banque. C'est la conclusion des enquêteurs après avoir entendu les témoins.
Mais que peut bien faire ce chaman de tout cet argent, lui qui prône éveil spirituel et vie monacale? Alors qu'ils examinent sa situation financière, les enquêteurs découvrent l'incroyable standing du maître. Loup Blanc mène en effet la vie de château. Il a un train de vie de quelqu'un qui gagne plutôt très très bien sa vie. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Il a 2 Porsche. Il arrive à s'offrir un mât avec je ne sais combien d'hectares. Le prix du mât, c'est 900 000 €. Et cet argent, c'est celui des adeptes. Cyril Adam n'est propriétaire de rien. Donc, le château de Granès, c'est la générosité de ses adeptes. Ses Porsche, c'est la générosité de ses adeptes. Le mas dans lequel il vivait, c'est la générosité de ses adeptes aussi. Il fallait que les chambres soient suffisamment grandes et spacieuses et larges pour que son énergie puisse se développer. L'adepte doit se concentrer à 250% pour le mouvement. Il doit tout donner. Son temps, son énergie et son argent. Rien d'autre. Rien pour le reste. Rien pour le reste du monde qui nous est hostile. Manifestement, Cyril Adam manipulerait donc aussi ses fidèles afin de siphonner leurs économies et les asservir pour son seul et unique profit. Le 22 novembre 2023, à l'issue de l'instruction, Cyril Adam est renvoyé devant la cour criminelle du Gard pour viol et abus de faiblesse. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion. Nîmes, le 23 septembre 2024. Le procès commence et les audiences s'annoncent tendues. Cyril Adam est-il un gourou qui a usé de son pouvoir pour violer et abuser certains adeptes? Ont-ils été contraints d'obéir à ses moindres volontés? C'est ce que les juges vont devoir trancher. Au cœur des débats, la notion de l'emprise et donc l'absence de consentement. Des mécanismes psychologiques difficiles à démontrer. L'intime conviction des magistrats va être déterminante. Si on ne parvient pas à les convaincre que ces personnes étaient sous emprise, alors l'ensemble de la procédure s'effondrera comme un château de cartes. Ça va être une belle bataille d'avocats. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. L'accusation, en tout cas, va devoir beaucoup miser sur les témoignages des plaignantes. Face à leur récit bouleversant, Cyril Adam, campé dans son rôle de maître, balaie leurs accusations d'un revers de main. Que lui, il n'est absolument responsable de rien. Il a vécu finalement toutes ces années comme un spectateur de ce qui se passait au sein de sa communauté. Ce qui est assez saisissant, c'est de voir l'absence totale d'émotion de cet individu par rapport aux témoignages des parties civiles, des victimes. Dans le box des accusés, Cyril Adam continue de clamer son innocence. Entendu par la cour, les experts concluent tous à l'emprise. Mais en face, la défense a préparé la riposte et elle déroule son raisonnement. Même démontré, l'emprise ne prouve rien, tout simplement parce qu'elle n'apparaît pas dans la définition du viol dans le code pénal. La défense plaide donc l'acquittement. Le fait de dire « Ah, mais ils sont tous en prison ». Très bien, et alors ? Carlo Alberto Brusa, avocat de la défense. Prise n'est pas une condition de droit. C'est une condition d'origine médicale, psychiatrique, psychologique, ce que vous voulez. Mais la prise n'est pas une qualification juridique. Un argument qui ne sera pas retenu par la Cour. Le 27 septembre 2024, Cyril Adam est reconnu coupable de viol sur 4 femmes et d'abus de faiblesse sur une dizaine d'adeptes. Pour la justice, Loup Blanc, le gourou autoproclamé, est bien un prédateur sexuel. Il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Après 5 jours d'audience épuisants, ce verdict est une vraie délivrance pour les victimes.
C'est une page qui se ferme, d'être reconnue victime. C'est avant tout un soulagement quand même, une satisfaction d'avoir pu obtenir une décision de condamnation. On a été entendu par la Cour, donc pour ça on est vraiment très heureux, c'est un soulagement pour nous. Donc c'est un pas supplémentaire pour nous, je pense dans la reconstruction aussi. Mais une nouvelle épreuve les attend, car Cyril Adam a fait appel de sa condamnation et reste présumé innocent. En attendant un nouveau procès, il tente de réapprendre à vivre. Vous avez perdu 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de votre vie. Vous n'avez rien appris, rien. Tout a été pris, rien n'a été rendu, tout a été perdu. Voilà, j'espère retrouver la guérison complète pour un jour vraiment pouvoir refaire ce que j'aime. Aujourd'hui, pour nous, vivre, c'est faire les choses comme monsieur et madame tout le monde. Et là, moi, je peux redémarrer ma vie, en fait. Aujourd'hui encore, des dizaines de fidèles soutiennent Cyril Adam et son mouvement est toujours actif. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crime passionnel, disparition inquiétante ou machination diabolique, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un film. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, nous explorons l'affaire Cyril Adam. Le 23 septembre 2024 à Nîmes, c'est un procès peu ordinaire qui s'ouvre devant la cour criminelle du Gard. Celui d'un homme qui se fait appeler Loup Blanc, un chaman aux allures de chef indien qui prétend guider ses disciples vers l'harmonie intérieure à coups de séances de yoga et de méditation. Mais pas seulement. Plusieurs adeptes l'accusent en effet de viol et d'escroquerie. Lui nie farouchement les faits. Alors faux gourou et vrai prédateur ou bien authentique chaman? La réponse dans ce nouveau récit de chronique criminelle. Tout commence dans le midi de la France, non loin de Montauban, au château de Granès. Un magnifique pavillon de chasse situé au cœur d'un vaste et beau domaine. Bienvenue au château. C'est un monument classé monument historique. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers, nous décrit cet endroit majestueux. C'est un monument qui date du XIXe siècle et c'est une immense bâtisse. Il y a un parc de 40 hectares autour. Stéphane Boucher confirme que c'est véritablement un endroit très privilégié. C'est dans ce décor somptueux que Cyril Adam anime depuis plus de 20 ans des stages d'éveil spirituel basés sur la méditation. Il s'intéresse à tout ce qui se fait en matière de bien-être, de méditation et d'épanouissement personnel. Il vous vend toute une formation qui vous permet d'aller mieux. Il y a vraiment de quoi faire des séminaires qui ont l'air plutôt sympas selon Yannick Philippona. Dans ce cadre assez idyllique au château de Granès, le temps d'un week-end ou d'une semaine, Cyril Adam propose une vraie déconnexion. Son credo est de trouver le bonheur en se reliant à la nature et à soi-même. Comme il le précise sur les réseaux sociaux où il compte des milliers d'abonnés, quand tu es dans la forêt, tu médites, tu vois la paix qui t'envahit, la sérénité qui te recharge. Ils sont des centaines venus de toute la France à suivre les enseignements de Cyril Adam. 3 adeptes que nous appellerons Caroline, Alice et Patrick ont accepté de témoigner de leur vécu. Nous sommes en 2012. Caroline a 33 ans et sur les conseils de sa mère qui connaît bien Cyril Adam, elle décide de s'inscrire à un stage. Elle est alors cadre dans la fonction publique et mère de 2 jeunes enfants et elle se sent submergée par son quotidien. Elle espère trouver des outils pour améliorer sa situation générale. Caroline se rend donc au château de Granès dans l'espoir d'aller mieux, sans se douter que cette décision va bouleverser sa vie. 12 ans plus tard, elle se souvient encore de son premier contact avec Cyril Adam. Elle reste complètement subjuguée par cette rencontre.
Elle est très impressionnée par les cérémoniales quand il arrive en chaman avec ses plumes, avec le calumet de la paix et avec ses danses. Elle se dit que c'est incroyable et qu'elle a la chance d'avoir été acceptée dans cette communauté avec cet homme qui semble très grand, très bon et très sage. Cyril Adam est un personnage effectivement assez charismatique qui exerce une forme de magnétisme assez immédiat sur les personnes qui peuvent le rencontrer. On le voit avec des plumes, il joue de la flûte et il joue du tambour. Loup blanc a son costume. Ce folklore pour les nouveaux venus est assez saisissant. On est loin des séjours de méditation qu'ils imaginaient plus austères. Alice a 34 ans lorsqu'elle rencontre Loup blanc pour la première fois en 2019. Et elle aussi tombe aussitôt sous le charme du chaman. C'est quelqu'un de très sympathique, très original, vraiment hors du commun avec son déguisement et son sourire charmeur. Elle est restée très marquée par cette approche vraiment très amicale. Alice est ravie car ce guide spirituel qu'on lui a conseillé a l'air incroyable. Esthéticienne et masseuse dans de grands palaces parisiens, sa clientèle est exigeante. Grâce à Loup blanc, elle espère se ressourcer. Et ça marche car elle se sent émerveillée et pleinement épanouie. Quand on médite pendant des heures, c'est un peu comme si on avait fait une détox émotionnelle et psychologique. Pour Patrick, tout commence en 1994 via un ami proche de Cyril Adam. Curieux, Patrick décide de rencontrer le fameux guide. Il a 21 ans et c'est le début d'une aventure qui va durer un quart de siècle. Il découvre un monde où tout le monde s'aime, tout le monde a le sourire et tout le monde semble heureux. Tout cet amour qui circule est un déclic pour Patrick. Aux côtés de Cyril Adam, il pense enfin avoir trouvé ce qui lui manquait. Il voit en lui le père qu'il n'a pas eu et cela est déterminant. Patrick décide de rejoindre le mouvement où il va rencontrer sa femme et y passer une partie de sa vie. Subjugués par ce guide spirituel hors du commun, Alice, Caroline et Patrick vont fréquenter assidûment ses stages pendant des années. Car au-delà du folklore et du costume, Loup blanc revendique aussi des pouvoirs incroyables. Cyril Adam est dans la droite ligne du chamanisme. Le chaman étant un personnage qui dit être en connexion avec le divin et qui a un pouvoir extraordinaire surnaturel. Il prétend pouvoir communiquer avec les animaux et être en harmonie avec la nature. Cyril Adam ne se présente pas seulement comme un chaman, il se met en scène dans des rituels préférés où il donne le pain et le vin. Le plus impressionnant est lors des cérémonies où il joue du tambour. Des cérémonies parfois filmées et publiées sur ses réseaux sociaux, comme cette danse baptisée la danse du Condor. En jouant du tambour, il y avait une montée de l'énergie. Imaginez 800 personnes qui dansent très fort. C'est un état de transe chamanique, une pratique tout à fait légale en France qui a même fait l'objet d'un documentaire au Centre Pompidou en 2014. Cyril Adam y affirme qu'il transforme l'ADN et renvoie le message de l'harmonie. Grâce à ses pouvoirs, Loup blanc promet à ses élèves un vrai lâcher-prise loin des carcans de leur quotidien. Pour Caroline, ces cérémonies sont une révélation. Elle ressort transformée avec un sentiment de puissance. Cela participe à la légende et au mythe de Cyril Adam, doublé d'une très forte personnalité et d'une grande autorité. Nous sommes en 2020 et Loup blanc compte désormais des centaines de fidèles. Il édite des livres et compose de la musique. C'est un guide spirituel reconnu dans les milieux ésotériques. Mais un jour, tout va basculer. En septembre 2020, un signalement arrive au parquet de Nîmes. 5 femmes et 2 hommes dénoncent leur ancien mentor Cyril Adam. Ils l'accusent de viol et d'abus de faiblesse. Immédiatement, une enquête est ouverte et confiée à la gendarmerie avec le renfort d'un groupe d'enquêteurs spécialisés en emprise sectaire. Sur Internet, ils découvrent que Cyril Adam est à la tête d'un mouvement qui s'appelle le chamanisme de l'origine. C'est un four tout idéologique où l'on trouve du taoïsme, de l'hindouisme et du bouddhisme. Cyril Adam a créé de toutes pièces une religion dont il est le chef. Son site internet semble pittoresque mais les enquêteurs vont faire des découvertes intéressantes. Les gendarmes se rendent compte qu'il y a un discours complotiste derrière le vernis ésotérique. Le mouvement de Loup blanc est présenté comme un refuge face à l'extérieur horrible où les médecins et les politiques ne vous aiment pas. Rentrer dans son mouvement permet de se protéger de cette agression extérieure. La vérité est celle que Cyril Adam donne et personne d'autre. Les enquêteurs décident de se pencher sur la vie de cet homme intrigant. Pour Cyril Adam, l'aventure commence en 1980. Il a 29 ans.
C'est un artiste autodidacte qui s'intéresse très vite à la spiritualité pendant la période New Age. Il est un globe-trotté qui a parcouru la planète, de la Chine au Tibet, emmagasinant diverses cultures. Il donne des conférences pour diffuser sa philosophie. Les enquêteurs découvrent des choses hallucinantes, notamment qu'il aurait reçu le fantôme de Sitting Bull qui lui aurait dit qu'il est le descendant d'un chef indien. Il dit aussi être la réincarnation d'un ancien roi d'Écosse du Moyen Âge. Pour les enquêteurs, Loup Blanc a tout l'air d'un guide spirituel bricolé. Il découvre aussi qu'il était déjà dans le viseur de la justice dans les années 90 en Normandie sous le nom d'une association nommée Harmonia. À l'époque, Cyril Adam n'a pas été inquiété mais il a dissous Harmonia pour créer plus tard le chamanisme de l'origine. Pour les gendarmes, la manœuvre paraît suspecte. Ils décident d'entendre les plaignants pour savoir ce qui se passe réellement au château de Granès. Le fonctionnement des stages est particulier. On doit être en dévotion totale vis-à-vis de Cyril Adam. Quand on rentre en salle, tout le monde a une posture très respectueuse comme dans un temple. Les gens s'abaissent et ne s'approchent pas trop de lui. Il est vénéré comme une divinité. Les gens doivent se prosterner devant lui à genoux. Loup Blanc a mis en place un véritable culte de sa propre personne. Cette mécanique pour les asservir va très loin. Patrick raconte qu'il fallait s'arrêter et s'incliner à chaque fois qu'on le croisait ou même devant son trône vide. Les témoins racontent aussi les repas frugaux et le jeûne qui les affamait, sans compter le rythme soutenu des journées. Au château de Granès, les journées sont extrêmement bien remplies. On se lève avant l'aube pour des séances de méditation qui peuvent durer 10 heures par jour. On mange très peu et l'on s'affaiblit physiquement et intellectuellement. On devient de plus en plus poreux à l'essaignement donné. Pour les enquêteurs, ce régime ressemble fort à du conditionnement. Ils apprennent aussi que Loup Blanc donnerait des plantes ou des mixtures à ses disciples les plus méritants, comme l'ayahuasca ou l'iboga. Ce sont des plantes interdites en France qui mettent les adeptes dans un état second propice au lavage de cerveau. L'organisation est pyramidale avec Loup Blanc à la tête, les adeptes au bas et les MacGregor au milieu. Les MacGregor sont la garde rapprochée reconnaissable au tartan écossais qu'ils portent. C'est une grâce suprême de recevoir un tartan. Si tu es obéissant, tu seras récompensé, mais au moindre écart, c'est la punition. Cyril Adam réglait ses comptes devant tout le monde avec sévérité. Caroline raconte avoir été victime d'humiliation devant 120 personnes dans le noir éclairé par des bougies. Cyril Adam ferait régner la terreur dans son mouvement. L'humiliation et le jugement sont structurels chez lui pour manifester sa toute-puissance. Cela met les membres dans une situation d'assujettissement total. Ce pouvoir ne s'arrête pas au stage. Même loin, il maintient son influence. Le quotidien des adeptes est rempli de ces injonctions. Il faut avoir une photo de lui dans sa chambre et lui adresser des prières rituelles. Cyril Adam exige de ses élèves qu'ils méditent plusieurs fois par jour à des heures précises. Tout est relié à lui. Il isole l'individu de sa cellule familiale en affirmant que la vraie famille est le groupe et non la famille du sang. Patrick s'est investi corps et âme pendant des années mais a fini par vouloir tout plaquer. Quitter le mouvement est difficile car il casse les couples si l'un des deux part. Malgré sa peur, Patrick a choisi de partir avec sa femme car il était épuisé physiquement et moralement. À l'issue des auditions, les enquêteurs ont listé plus de 30 techniques de manipulation chez Cyril Adam. Il a mis en place une mécanique d'emprise. Ce que racontent les 5 plaignantes fait basculer l'affaire. Elles décrivent comment Cyril Adam aurait usé de son aura pour les abuser sexuellement sous couvert de travail tantrique destiné à libérer l'énergie sexuelle. Caroline raconte qu'en 2015, il lui a dit que son âme était venue lui demander de lui enseigner à faire l'amour avec douceur. Elle accepte en toute confiance mais le travail vire au cauchemar. Elle se sent comme un bout de viande et fait des rêves d'agression sexuelle. Alice raconte une histoire similaire en 2019 où elle voit en lui une figure paternelle avant qu'il ne lui impose des rapports sexuels non consentis. Elle se sent très mal et n'a jamais eu de désir sexuel pour lui. Alice sera hospitalisée pendant 3 mois à cause de la terreur et des attaques de panique. Pour les enquêteurs, le mode opératoire est clair, utiliser le prétexte de l'épanouissement personnel pour obtenir des faveurs sexuelles. Le 7 décembre 2021, Cyril Adam est interpellé au château de Granès. Il affirme qu'il n'est pas un gourou mais un coach spirituel.
Il prétend que les disciples sont libres de partir et que les rapports sexuels étaient consentis. Selon sa défense, il n'y a pas de violence car les femmes entraient dans la chambre de manière volontaire. L'affaire Cyril Adam demeure l'un des dossiers les plus complexes de l'histoire judiciaire française récente, une plongée profonde dans les mécanismes de l'esprit humain et les frontières parfois floues de la spiritualité contemporaine. Crime passionnel, disparition inquiétante ou machination diabolique, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un film. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Cyril Adam. 23 septembre 2024 à Nîmes, c'est un procès peu ordinaire qui s'ouvre devant la cour criminelle du Gard. Celui d'un homme qui se fait appeler Loup Blanc, un chaman aux allures de chef indien qui prétend guider ses disciples vers l'harmonie intérieure à coups de séances de yoga et de méditation. Mais pas seulement. Plusieurs adeptes l'accusent en effet de viol et d'escroquerie. Lui nie farouchement les faits. Alors faux gourou et vrai prédateur ou bien authentique chaman? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Tout commence dans le midi de la France, non loin de Montauban, au château de Granès. Un magnifique pavillon de chasse situé au cœur d'un vaste et beau domaine. Bienvenue au château. C'est un monument classé monument historique, comme le souligne Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est un monument qui date du XIXe et c'est une immense bâtisse, un endroit majestueux. Il y a un parc de 40 hectares autour. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers, ajoute que c'est véritablement un endroit très privilégié. C'est dans ce décor somptueux que Cyril Adam anime depuis plus de 20 ans des stages d'éveil spirituel basés sur la méditation. Il s'intéresse à tout ce qui se fait en matière de bien-être, de méditation, d'épanouissement personnel. Il vous vend toute une formation qui vous permet d'aller mieux. Il y a vraiment de quoi faire des séminaires qui ont l'air plutôt sympas, selon Yannick Philippona, journaliste à Midi Libre. Dans ce cadre assez idyllique, au château de Granès, le temps d'un week-end ou d'une semaine, Cyril Adam propose une vraie déconnexion. Son credo est de trouver le bonheur en se reliant à la nature et à soi-même. Comme il le précise sur les réseaux sociaux où il compte des milliers d'abonnés, il explique que quand on est dans la forêt, on médite, on voit la paix qui nous envahit et la sérénité qui nous recharge. Ils sont des centaines venus de toute la France à suivre les enseignements de Cyril Adam. 3 adeptes que nous appellerons Caroline, Alice et Patrick ont accepté de témoigner de leur vécu sous couvert d'anonymat. Nous sommes en 2012. Caroline a 33 ans et, sur les conseils de sa mère qui connaît bien Cyril Adam, elle décide de s'inscrire à un stage. Elle est alors cadre dans la fonction publique et mère de 2 jeunes enfants, et elle se sent submergée par son quotidien. Elle confie être une jeune mère, dans son couple, elle se sent peu ou pas du tout épaulée au quotidien, ressentant une charge très lourde sur ses épaules. En tant que victime, elle espère trouver des outils pour améliorer sa situation générale. Caroline se rend donc au château de Granès dans l'espoir d'aller mieux, sans se douter que cette décision va bouleverser sa vie. 12 ans plus tard, elle se souvient encore de son premier contact avec Cyril Adam. Elle reste complètement subjuguée par cette rencontre, très impressionnée par les cérémoniales quand il arrive en chaman avec ses plumes, avec le calumet de la paix, avec ses danses. Elle se dit que c'est incroyable et qu'elle a la chance d'avoir été acceptée dans cette communauté avec cet homme qui semble très grand, très bon et très sage. Cyril Adam est un personnage effectivement assez charismatique, comme l'indique Jean-Baptiste Cesbron, avocat des parties civiles, qui exerce une forme de magnétisme assez immédiat sur les personnes qui peuvent le rencontrer. On le voit avec des plumes, il joue de la flûte et du tambour. Loup Blanc a son costume, et ce folklore pour les nouveaux venus est assez saisissant. On est loin des séjours de méditation qu'ils imaginaient plus austères. Alice a 34 ans lorsqu'elle rencontre Loup Blanc pour la première fois en 2019. Elle aussi tombe aussitôt sous le charme du chaman. C'est pour elle quelqu'un de très sympathique, très original, vraiment hors du commun. Avec son déguisement et son sourire charmeur, elle est restée très marquée par cette approche amicale. Alice est ravie. Ce guide spirituel qu'on lui a conseillé a l'air incroyable, c'est exactement ce qu'elle cherchait. Esthéticienne et masseuse dans de grands palaces parisiens, sa clientèle est exigeante. Grâce à Loup Blanc, elle espère se ressourcer, et cela fonctionne initialement.
Elle se sent émerveillée et pleinement épanouie, évoquant des voyages intérieurs magnifiques. Pour elle, méditer pendant des heures est comme une détox émotionnelle et psychologique. Pour Patrick, tout commence en 1994 via un ami proche de Cyril Adam qui lui en a dit le plus grand bien. Curieux, Patrick décide de rencontrer le fameux guide. Il a 21 ans et c'est le début d'une aventure qui va durer un quart de siècle. Il découvre un monde inconnu où tout le monde s'aime, tout le monde a le sourire et semble heureux. Tout cet amour qui circule est un déclic pour Patrick. Aux côtés de Cyril Adam, il pense enfin avoir trouvé ce qui lui manquait, voyant en lui le père qu'il n'a pas eu. Patrick décide de rejoindre le mouvement, c'est là qu'il va rencontrer sa femme et y passer une partie de sa vie. Subjugués par ce guide spirituel hors du commun, Alice, Caroline et Patrick vont fréquenter assidûment ses stages pendant des années, comme beaucoup d'autres. Car au-delà du folklore et du costume, Loup Blanc revendique aussi des pouvoirs incroyables. Certains adeptes expliquent que c'est vraiment un mage blanc. Cyril Adam s'inscrit dans la droite ligne du chamanisme, le chaman étant un personnage qui dit être en connexion avec Dieu et posséder un pouvoir extraordinaire surnaturel. Il prétend pouvoir communiquer avec les animaux, avoir le don de l'orage, de la pluie, et être en harmonie avec la nature. Cyril Adam ne se contente pas d'être chaman, il se présente carrément comme l'envoyé de Dieu sur terre. Pour en convaincre ses fidèles, il n'hésite pas à se mettre en scène. Un de ses rituels préférés consiste à faire produire un pain et un vin qu'il donne ensuite comme Jésus le faisait. Le plus impressionnant réside dans les cérémonies où il joue du tambour, parfois filmé et publié sur ses réseaux sociaux, comme la danse du Condor. Lors de ces moments, avec la montée de l'énergie et la présence de centaines de personnes, des transes surviennent. Des témoins rapportent des cris, des pleurs et des gens au sol, certains imitant des animaux comme s'ils étaient possédés. Cet état second est la transe chamanique, une pratique légale en France qui a même fait l'objet d'un documentaire au Centre Pompidou en 2014, avec Cyril Adam comme personnage principal. Il y affirme ne pas être un humain faux mais 100% loup, prétendant transformer l'ADN. Grâce à ses pouvoirs supposés, Loup Blanc promet à ses élèves un vrai lâcher-prise. Pour Caroline, ces cérémonies sont une révélation, elle se sent forte et puissante en sortant de là. Cela participe à la légende et au mythe de Cyril Adam, homme à la forte personnalité et à la grande autorité. En 2020, Loup Blanc compte des centaines de fidèles, édite des livres et compose de la musique. Mais en septembre 2020, tout bascule lorsqu'un signalement de la Mivilude arrive au parquet de Nîmes. 5 femmes et 2 hommes dénoncent leur ancien mentor pour viol et abus de faiblesse. L'enquête est confiée à la gendarmerie avec le renfort d'enquêteurs spécialisés en emprise sectaire. Ils découvrent que Cyril Adam dirige le chamanisme de l'origine, un mélange idéologique de taoïsme, d'hindouisme et de bouddhisme. Sous un vernis ésotérique, les enquêteurs décèlent un discours complotiste isolant les membres du monde extérieur, présenté comme hostile. Cyril Adam prétend détenir la seule vérité, fustigeant les médecins et les politiques. Son parcours commence en 1980, période où il voyage au Tibet et en Chine, emmagasinant diverses cultures pour créer sa propre philosophie. Il prétend même être le descendant d'un chef indien après avoir conversé avec le fantôme de Sitting Bull. Les enquêteurs découvrent qu'il était déjà dans le viseur de la justice dans les années 90 en Normandie avec l'association Harmonia. Bien qu'il n'ait pas été condamné à l'époque, il a dissous cette structure pour créer plus tard le chamanisme de l'origine. Au château de Granès, les gendarmes découvrent un fonctionnement particulier basé sur la dévotion absolue. Les adeptes doivent se prosterner devant lui et son trône, même vide. Le rythme est épuisant, levé avant l'aube, peu de nourriture, et de très longues heures de méditation, ce qui affaiblit les individus et les rend poreux à son enseignement. Des témoignages font état de l'utilisation de plantes interdites comme l'ayahuasca ou l'iboga pour provoquer des hallucinations et des états de transe. Une hiérarchie pyramidale est établie avec, au sommet, Loup Blanc, et juste en dessous, les MacGregor, sa garde rapprochée portant le tartan écossais. L'obéissance est récompensée tandis que le moindre écart entraîne des humiliations publiques et des insultes, créant un climat de terreur. Cyril Adam isole les individus de leur famille, prônant que la véritable famille est le groupe. Quitter le mouvement est difficile et entraîne une rupture totale avec les proches restés à l'intérieur. Le témoignage des 5 plaignantes révèle une face plus sombre.
Elle raconte comment Cyril Adam aurait utilisé des prétextes spirituels, comme le travail tantrique, pour obtenir des rapports sexuels. Caroline et Alice décrivent des scènes où, sous l'autorité du maître, elles se sont senties incapables de dire non, vivant ces actes comme des agressions ou des viols par contrainte psychologique. Alice a d'ailleurs été hospitalisée après avoir quitté le château, souffrant de terreurs nocturnes. Le 7 décembre 2021, Cyril Adam est interpellé et placé en garde à vue. Il nie être un gourou, se présentant comme un coach spirituel. Il affirme que les rapports étaient consentis et que les femmes étaient demandeuses. Son avocat soutient que la liberté des disciples d'aller et venir prouve l'absence de caractère sectaire. Cependant, pour l'accusation, l'emprise psychologique exercée pendant des années a annulé toute capacité de consentement réel. Le procès à Nîmes doit désormais trancher entre la figure du sage chaman et celle du prédateur manipulateur. L'affaire Cyril Adam est une plongée profonde dans les méandres de l'esprit humain, là où la quête de sens rencontre parfois la manipulation la plus sombre. Pour comprendre ce récit, il faut imaginer le décor, le château de Granès, une bâtisse majestueuse du XIXe siècle nichée au cœur d'un parc de 40 hectares. C'est ici, dans ce cadre idyllique propice à la sérénité, que celui qui se fait appeler Loup Blanc a bâti son empire spirituel pendant plus de 20 ans. Cyril Adam n'est pas un homme ordinaire. Personnage charismatique, il arbore des plumes, joue du tambour et de la flûte, se présentant comme un chaman capable de communier avec les forces de la nature. Pour ses centaines d'adeptes, il est un mage blanc, un guide vers l'harmonie intérieure. Mais derrière ce folklore séduisant se cache une organisation rigoureuse, presque militaire, basée sur une dévotion absolue. Les témoignages de Caroline, Alice et Patrick, recueillis après des années de silence, révèlent les rouages d'un système conçu pour briser les volontés. La mécanique de l'emprise. Le processus commence souvent par une recherche de bien-être. Caroline, jeune mère submergée par son quotidien en 2012, cherche des outils pour aller mieux. Elle est immédiatement subjuguée par le magnétisme de Loup Blanc. Alice, en 2019, tombe également sous le charme de ce guide original et chaleureux. Patrick, lui, est resté 26 ans dans le mouvement, voyant en Cyril Adam le père qu'il n'avait jamais eu. Cependant, la réalité des stages au château de Granès est loin d'être un long fleuve tranquille. Les journées commencent avant l'aube et se terminent tard dans la nuit, rythmées par 10 heures de méditation intense. Le sommeil est rare, la nourriture frugale. Ce régime d'épuisement physique et intellectuel rend les participants poreux aux enseignements du maître. Au sein de cette communauté, une hiérarchie stricte est établie. Au sommet, Loup Blanc règne sans partage. Juste en dessous, les MacGregor, sa garde rapprochée, portent fièrement le tartan écossais, symbole de leur proximité avec le maître. Pour les autres, l'objectif est d'obéir pour espérer une reconnaissance ou, au contraire, d'éviter les humiliations publiques que Cyril Adam distribue avec une sévérité déconcertante. Les accusations et l'enquête. Le basculement survient en septembre 2020. Un signalement de la mission interministérielle de lutte contre les sectes parvient au parquet de Nîmes. Cet ancien membre dénonce des faits de viol, d'escroquerie et d'abus de faiblesse. Les enquêteurs de la gendarmerie, épaulés par des spécialistes de l'emprise sectaire, découvrent alors la face cachée du chamanisme de l'origine. Ils mettent au jour un discours complotiste teinté d'ésotérisme, où le monde extérieur est présenté comme dangereux et malveillant. Les médecins, les politiques et même les familles de sang sont discrédités. Pour Cyril Adam, la seule véritable famille est le mouvement. Il utilise également des mixtures à base de plantes hallucinogènes interdites, comme l'ayahuasca, pour plonger ses disciples dans des états de transe facilitant la manipulation. Le témoignage des victimes concernant les agressions sexuelles est particulièrement troublant. Loup Blanc utilisait l'argument du travail tantrique pour inciter des femmes à avoir des relations sexuelles avec lui, prétendant que cela était nécessaire à leur éveil spirituel. Caroline et Alice racontent avoir cédé non par désir, mais par soumission à l'autorité du maître, se sentant ensuite dépossédées de leur propre corps. Le procès et la défense. Le 7 décembre 2021, Cyril Adam est interpellé. Face au juge en septembre 2024, l'homme reste de marbre. Il nie farouchement toute forme de contrainte. Sa défense repose sur un argument simple, la liberté de ses élèves. Selon ses avocats, ces femmes étaient adultes,
consentante et libre de quitter le mouvement à tout moment. Il récuse le terme de gourou, préférant celui de coach spirituel. Pourtant, pour les parties civiles, la liberté était une illusion. L'isolement social, les rituels quotidiens imposés même à distance et la peur du châtiment spirituel constituaient des chaînes invisibles mais bien réelles. Le procès de Nîmes pose ainsi une question fondamentale à la justice: comment définir le consentement lorsqu'il est obtenu par une manipulation psychologique profonde et continue? Crime passionnel, disparition inquiétante ou machination diabolique, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un film. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Cyril Adam. Le 23 septembre 2024 à Nîmes, c'est un procès peu ordinaire qui s'ouvre devant la cour criminelle du Gard. Celui d'un homme qui se fait appeler Loup Blanc, un chaman aux allures de chef indien qui prétend guider ses disciples vers l'harmonie intérieure à coups de séances de yoga et de méditation. Mais pas seulement. Plusieurs adeptes l'accusent en effet de viol et d'escroquerie. Lui nie farouchement les faits. Alors faux gourou et vrai prédateur ou bien authentique chaman? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Tout commence dans le midi de la France, non loin de Montauban, au château de Granès. Un magnifique pavillon de chasse situé au cœur d'un vaste et beau domaine. Bienvenue au château. C'est un monument classé monument historique. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers, explique que c'est un monument qui date du 19e et c'est une immense bâtisse, un endroit majestueux. Il y a un parc de 40 hectares autour. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers, ajoute que c'est véritablement un endroit très privilégié. C'est dans ce décor somptueux que Cyril Adam anime depuis plus de 20 ans des stages d'éveil spirituel basés sur la méditation. Il s'intéresse à tout ce qui se fait en matière de bien-être, de méditation, d'épanouissement personnel. Il vous vend toute une formation qui vous permet d'aller mieux. Il y a vraiment de quoi faire des séminaires qui ont l'air plutôt sympas selon Yannick Philippona, journaliste à Midi Libre. Dans ce cadre assez idyllique, au château de Granès, le temps d'un week-end ou d'une semaine, Cyril Adam propose une vraie déconnexion. Son credo est de trouver le bonheur en se reliant à la nature et à soi-même. Comme il le précise sur les réseaux sociaux où il compte des milliers d'abonnés. En voici un extrait. Quand tu es dans la forêt, tu médites, tu vois la paix qui t'envahit, la sérénité qui te recharge. Ils sont des centaines venus de toute la France à suivre les enseignements de Cyril Adam. 3 adeptes que nous appellerons Caroline, Alice et Patrick ont accepté de témoigner de leur vécu sous couvert d'anonyme. Nous sommes en 2012. Caroline a 33 ans et sur les conseils de sa mère qui connaît bien Cyril Adam, elle décide de s'inscrire à un stage. Elle est alors cadre dans la fonction publique et mère de 2 jeunes enfants et elle se sent submergée par son quotidien. Elle confie qu'elle est une jeune mère et dans son couple en fait elle se sent un peu voire pas du tout épaulée au quotidien et elle ressent une charge très très lourde sur ses épaules. Caroline, victime, espère trouver des outils pour améliorer sa situation générale. Caroline se rend donc au château de Granès dans l'espoir d'aller mieux, sans se douter que cette décision va bouleverser sa vie. 12 ans plus tard, elle se souvient encore de son premier contact avec Cyril Adam. Elle reste complètement subjuguée par cette rencontre. Elle est très impressionnée par les cérémoniales quand il arrive en chaman avec ses plumes, avec le calumet de la paix, avec ses danses. Elle se dit que c'est incroyable et qu'elle a la chance d'avoir été acceptée dans cette communauté avec cet homme qui semble très grand, très bon et très sage. Cyril Adam est un personnage effectivement assez charismatique selon Jean-Baptiste Cesbron, avocat des parties civiles, qui exerce une forme de magnétisme assez immédiat sur les personnes qui peuvent le rencontrer. On le voit avec des plumes et tout ce qui va avec. Il joue de la flûte, il joue du tambour. Loup Blanc a son costume. Ce folklore pour les nouveaux venus est assez saisissant. On est loin des séjours de méditation qu'ils imaginaient plus austères. Alice a 34 ans lorsqu'elle rencontre Loup Blanc pour la première fois en 2019. Et elle aussi tombe aussitôt sous le charme du chaman. Elle le décrit comme quelqu'un de très sympathique, très original, vraiment hors du commun. Alice, victime, se souvient de son déguisement et de son sourire charmeur. Elle est restée très marquée par cette approche vraiment amicale. Alice est ravie.
Ce guide spirituel qu'on lui a conseillé a l'air incroyable. C'est exactement ce qu'elle cherchait. Esthéticienne et masseuse dans de grands palaces parisiens, sa clientèle est exigeante. Grâce à Loup Blanc, elle espère se ressourcer. Et ça marche. Elle est émerveillée et se sent pleinement épanouie. Quand on médite pendant des heures, c'est comme une détox émotionnelle et psychologique. Pour Patrick, tout commence en 1994 via un ami proche de Cyril Adam qui lui en a dit le plus grand bien. Curieux, Patrick décide de rencontrer le fameux guide. Il a 21 ans et c'est le début d'une aventure qui va durer un quart de siècle. Il va découvrir un monde qu'il ne connaissait pas du tout. Tout le monde s'aime, tout le monde a le sourire, tout le monde semble heureux. Tout cet amour qui circule pour Patrick est un déclic. Aux côtés de Cyril Adam, il pense enfin avoir trouvé ce qui lui manquait. Il a vu en lui le père qu'il n'a pas eu et cela a été déterminant. Patrick décide de rejoindre le mouvement. C'est là qu'il va rencontrer sa femme et y passer une partie de sa vie. Subjugués par ce guide spirituel hors du commun, Alice, Caroline et Patrick vont fréquenter assidûment ses stages pendant des années, comme beaucoup d'autres. Car au-delà du folklore et du costume, Loup Blanc revendique aussi des pouvoirs incroyables. Des adeptes expliquent que c'est vraiment un mage blanc. Cyril Adam est dans la droite ligne du chamanisme. Le chaman étant un personnage qui dit être en connexion avec Dieu, qui a un pouvoir extraordinaire surnaturel. Il peut communiquer avec les animaux, il a le don de l'orage, de la pluie, d'être en harmonie avec la nature. Cyril Adam n'est pas seulement chaman, il se présente comme l'envoyé de Dieu sur terre. Pour en convaincre ses fidèles, il n'hésite pas à se mettre en scène avec des rituels où il donnait le pain et le vin comme Jésus le faisait. Le plus impressionnant étaient les cérémonies où il jouait du tambour, parfois filmées et publiées sur ses réseaux sociaux, comme la danse du Condor. Imaginez 800 personnes qui dansent. C'est un état de transe chamanique, une pratique tout à fait légale en France. Elle a même fait l'objet d'un documentaire au Centre Pompidou à Paris en 2014 avec Cyril Adam lui-même. Il affirme transformer l'ADN et amener la transdanse. Grâce à ses pouvoirs, Loup Blanc promet à ses élèves un vrai lâcher-prise. Pour Caroline, c'est une révélation. Elle ressort transformée avec un sentiment de puissance. Cela participe au mythe de Cyril Adam, doublé d'une forte personnalité. Nous sommes en 2020, Loup Blanc compte désormais des centaines de fidèles. Certains le suivent depuis plus de 20 ans. Il édite des livres et compose de la musique. Mais un jour, tout va basculer. En septembre 2020, un signalement inquiétant arrive au parquet de Nîmes de la part de la Miviludes. 5 femmes et 2 hommes dénoncent Cyril Adam pour viol et abus de faiblesse. Immédiatement, une enquête est ouverte par la gendarmerie. Il découvre qu'il est à la tête du chamanisme de l'origine, un mélange idéologique de taoïsme, d'hindouisme et de bouddhisme. Les enquêteurs se rendent compte d'un discours complotiste derrière le vernis ésotérique. Cyril Adam prétend que l'extérieur est dangereux et que son mouvement protège les adeptes. L'aventure de Cyril Adam commence en 1980. Il a 29 ans, c'est un artiste autodidacte qui s'intéresse à la spiritualité New Age. Il a parcouru la planète, de la Chine au Tibet. Il raconte avoir reçu le fantôme de Sitting Bull qui lui aurait dit qu'il est le descendant d'un chef indien. Il serait aussi la réincarnation d'un ancien roi d'Écosse. Pour les enquêteurs, il semble être un guide spirituel bricolé. Il découvre qu'il était déjà dans le viseur de la justice dans les années 90 avec une association nommée Harmonia. À l'époque, il n'avait pas été inquiété mais il a dissous Harmonia pour créer le chamanisme de l'origine. Les gendarmes auditionnent les adeptes au château de Granès. Ils découvrent un fonctionnement particulier basé sur la dévotion totale. Les gens doivent se prosterner devant lui à genoux. Loup Blanc a mis en place un véritable culte de sa propre personne. Patrick raconte que même devant son trône vide, il fallait s'incliner. Les journées sont remplies de méditation, parfois plus de 10 heures par jour, avec très peu de nourriture. Cela affaiblit les adeptes physiquement et intellectuellement. Les enquêteurs apprennent aussi l'usage de plantes comme l'ayahuasca ou l'iboga, qui provoquent des hallucinations. L'organisation est pyramidale avec les MacGregor, sa garde rapprochée portant le tartan écossais. Cyril Adam ferait régner la terreur par des humiliations publiques pour maintenir son autorité.
L'isolement de la famille est également une pratique courante. Patrick a dû faire face à la rupture avec son entourage pour rester dans le mouvement. Malgré la peur, il a fini par partir avec sa femme. À l'issue des auditions, les enquêteurs listent plus de 30 techniques de manipulation. Ce que racontent les 5 plaignantes fait basculer l'affaire. Caroline raconte qu'en 2015, Lou Blanc lui a proposé un travail tantrique pour faire l'amour avec douceur afin de la faire évoluer spirituellement. Alice, en 2019, a aussi reçu une proposition similaire. Elle a accepté en toute confiance mais s'est retrouvée dans une situation qu'elle n'avait pas souhaitée. Elle s'est sentie très mal après le rapport sexuel. Caroline décrit également un sentiment d'être un objet après ces séances. Toutes les femmes racontent la même histoire de manipulation sous prétexte d'évolution personnelle. Le 7 décembre 2021, Cyril Adam est interpellé au château de Granès. En garde à vue, il nie être un gourou et affirme que les rapports étaient consentis. Son avocat soutient que la liberté des élèves est totale. Cependant, les témoignages de détresse psychologique et les méthodes d'emprise décrites par les victimes posent la question fondamentale de la réalité du consentement dans un tel contexte de vulnérabilité. L'histoire de Cyril Adam reste un exemple marquant des dérives possibles au sein des quêtes de bien-être spirituel, soulignant l'importance de la vigilance et de la protection des individus face aux mécanismes de l'emprise. L'histoire judiciaire est parfois peuplée de secrets si profonds qu'ils semblent issus de machinations diaboliques ou de disparitions inquiétantes. Dans cet univers où la vérité ne tient parfois qu'à un fil, nous plongeons au cœur de l'affaire Cyril Adam. Tout commence officiellement le 23 septembre 2024 à Nîmes, au moment où un procès hors du commun s'ouvre devant la cour criminelle du Gard. Dans le box des accusés se tient un homme qui se fait appeler Lou Blanc. C'est un chaman aux allures de chef indien, un personnage qui prétend guider ses disciples vers l'harmonie intérieure par la pratique du yoga et de la méditation. Cependant, derrière ce décorum spirituel, plusieurs adeptes l'accusent de viol et d'escroquerie. Lui nie tout farouchement. Est-il un faux gourou et un vrai prédateur, ou bien un authentique chaman ? Pour comprendre, il faut remonter le temps et se rendre dans le midi de la France, non loin de Montauban. Le décor de cette histoire est le château de Granès. C'est un magnifique pavillon de chasse situé au centre d'un vaste et beau domaine de 40 hectares. Ce monument, classé monument historique et datant du XIXe siècle, est une immense bâtisse majestueuse qui offre un cadre privilégié. C'est ici que Cyril Adam anime, depuis plus de 20 ans, des stages d'éveil spirituel. Il se présente comme un expert en bien-être et en épanouissement personnel. Son credo est simple, trouver le bonheur en se reliant à la nature et à soi-même. Sur les réseaux sociaux, il compte des milliers d'abonnés qui l'invitent à méditer en forêt pour se recharger en sérénité. Des centaines de personnes viennent de toute la France pour suivre ses enseignements. Parmi elles, Caroline, Alice et Patrick, qui ont accepté de témoigner de leur vécu. En 2012, Caroline a 33 ans. Cadre dans la fonction publique et mère de 2 jeunes enfants, elle se sent submergée par un quotidien où elle ne se sent pas épaulée. Elle cherche des outils pour améliorer sa situation. En arrivant au château, elle est subjuguée par sa rencontre avec Cyril Adam. Elle est impressionnée par le cérémonial, les plumes, le calumet de la paix et les danses chamaniques. Elle se sent chanceuse d'être acceptée par cet homme qu'elle perçoit alors comme grand, bon et sage. Cyril Adam possède un charisme certain et exerce un magnétisme immédiat. Il joue de la flûte et du tambour dans son costume de loup blanc, créant un folklore saisissant pour les nouveaux venus. Alice, quant à elle, rencontre Lou Blanc en 2019, à l'âge de 34 ans. Esthéticienne et masseuse dans de grands palaces parisiens, elle est immédiatement marquée par l'approche amicale et le sourire charmeur du guide. Elle vit ses premières méditations comme une véritable détox émotionnelle et se sent pleinement épanouie. Patrick, lui, commence son parcours dès 1994. À 21 ans, il découvre un monde où tout le monde semble s'aimer. Orphelin de père, il voit en Cyril Adam la figure paternelle qui lui manquait. Il rejoint le mouvement, y rencontre sa femme et y passe un quart de siècle. Au-delà du costume, Lou Blanc revendique des pouvoirs surnaturels. Il se présente comme un mage blanc capable de communiquer avec les animaux ou de commander à la pluie. Il se met en scène sur les réseaux sociaux, notamment lors de rituels où il distribue le pain et le vin à la manière de Jésus, ou lors de la danse du Condor. Ces cérémonies,
portés par le son du tambour, plongent parfois les participants dans des transes impressionnantes où certains se mettent à crier, à pleurer ou à imiter des animaux. Cyril Adam prétend transformer l'ADN et amener ses élèves vers un lâcher-prise total. En 2020, il est un guide reconnu dans les milieux ésotériques, publiant des livres et composant de la musique. Pourtant, en septembre 2020, tout bascule. Un signalement de la mission interministérielle de lutte contre les sectes arrive au parquet de Nîmes. 5 femmes et 2 hommes dénoncent leur ancien mentor pour viol et abus de faiblesse. Une enquête est confiée à la gendarmerie et à une division spécialisée en emprise sectaire. Les enquêteurs découvrent le chamanisme de l'origine, un mélange idéologique de taoïsme, d'hindouisme et de bouddhisme créé par Cyril Adam. Derrière le vernis ésotérique, il décèle un discours complotiste visant à isoler les adeptes du monde extérieur, des médecins et des politiques, présentés comme malveillants. L'histoire de Cyril Adam remonte en réalité aux années 1980. Globetrotter ayant parcouru le Tibet et la Chine, il s'est fabriqué sa propre philosophie. Il prétendait avoir reçu la visite du fantôme de Sitting Bull, lui révélant qu'il était le descendant d'un chef indien. Il affirmait aussi être la réincarnation d'un ancien roi d'Écosse. Les enquêteurs réalisent qu'il avait déjà été dans le viseur de la justice en Normandie sous le nom d'une association appelée Harmonia, qu'il avait dissoute avant de recréer son nouveau mouvement. Au château de Granès, le fonctionnement est strict. La dévotion envers le maître est absolue. Les adeptes doivent se prosterner devant lui ou devant son trône, même vide. Les journées sont épuisantes, commençant avant l'aube pour des heures de méditation et de prière, le tout accompagné d'un régime alimentaire frugal. Ce cadre affaiblit physiquement et intellectuellement les participants, les rendant plus poreux à l'enseignement du maître. Certains témoignent également de l'usage de plantes hallucinogènes interdites en France, comme l'ayahuasca ou l'iboga, destinées à provoquer des états seconds. Le mouvement est organisé de façon pyramidale. En dessous de Loublanc se trouvent les MacGregor, une garde rapprochée portant le tartan écossais. Cette hiérarchie encourage l'obéissance, tandis que les écarts sont punis par des humiliations publiques durant les cérémonies nocturnes. L'emprise s'étend au quotidien des adeptes, même lorsqu'ils sont chez eux. Ils doivent prier à des heures précises, notamment entre 3h et 5h du matin, devant une photo du maître entouré de bougies. Cyril Adam cherche à briser les liens avec la famille de sang, qualifiant le monde extérieur de mauvais. Pour Patrick, quitter le mouvement a été une épreuve terrible, marquée par la peur de voir son couple brisé par le chaman. Le volet le plus sombre de l'affaire concerne les accusations d'abus sexuels. Caroline raconte qu'en 2015, Loublanc lui a affirmé que son âme était venue le voir en rêve pour lui demander un enseignement sur l'amour. Il lui a proposé un travail tantrique pour libérer son énergie. Alice a vécu un scénario similaire en 2019, après avoir reçu des messages poétiques du maître. Ce qu'elle pensait être une initiation spirituelle s'est transformé, selon leur récit, en rapport sexuel imposé et en acte dégradant. Caroline décrit un homme au visage fermé et effrayant, la laissant avec l'impression d'être un morceau de viande. Alice a fini par être hospitalisée pendant 3 mois à la suite d'attaques de panique et de terreur nocturne. Pour les enquêteurs, le mode opératoire est clair, l'utilisation de l'aura spirituelle pour manipuler et obtenir des faveurs sexuelles par contrainte psychologique. Le 7 décembre 2021, Cyril Adam est interpellé et placé en garde à vue. Face aux gendarmes, il reste serein, niant être un gourou et affirmant que les rapports étaient consentis, voire demandés par les plaignantes. Son avocat soutient que la liberté des disciples d'aller et venir exclut la notion de secte et de viol. L'affaire Cyril Adam reste un dossier complexe où s'affrontent la quête de spiritualité et les dérives de l'emprise. Le procès devant la cour criminelle vise à déterminer si le chaman Loublanc a franchi la ligne rouge de la loi pénale. Le 23 septembre 2024, la ville de Nîmes s'éveille sous un ciel d'azur, mais une tension palpable plane devant la cour criminelle du Gard. Ce n'est pas un procès ordinaire qui s'apprête à débuter. Dans l'enceinte de pierre, le silence est interrompu par le murmure des curieux et le bruissement des robes d'avocats. Au centre de toutes les attentions se tient un homme dont le nom résonne comme une légende dans les couloirs du mysticisme moderne, Cyril Adam. Pour ses disciples, il était Loublanc, un chaman aux plumes majestueuses, un guide spirituel capable de murmurer à l'oreille des ancêtres. Pour la justice,
il est un homme accusé d'avoir brisé des vies derrière le masque de la sagesse. L'histoire commence bien loin des prétoires, dans la douceur du midi de la France, non loin de Montauban. Là, niché au cœur d'un domaine de 40 hectares, se dresse le château de Granès. Cette bâtisse majestueuse du XIXe siècle, classée monument historique, semble tout droit sortie d'un conte de fées. Avec ses parcs verdoyants et son architecture noble, le château offre un refuge idéal pour ceux qui cherchent à fuir le tumulte de la vie moderne. C'est dans ce décor idyllique que Cyril Adam a bâti son royaume pendant plus de 20 ans. Xavier Bénéroso, journaliste attentif aux nuances de l'âme humaine, décrit l'endroit comme un lieu privilégié, une parenthèse hors du temps. Stéphane Boucher renchérit en évoquant la splendeur de ce pavillon de chasse où tout semble inviter à l'apaisement. Cyril Adam y anime des stages d'éveil spirituel, vendant une promesse irrésistible, celle de retrouver l'harmonie intérieure par la méditation et la reconnexion avec la nature. Sur les réseaux sociaux, ces messages touchent des milliers d'âmes en quête de sens. Il parle de la forêt qui recharge, de la sérénité qui envahit, de la paix qui transforme. Parmi les centaines de personnes venues chercher la lumière au château, 3 visages se détachent, bien que dissimulés sous le voile de l'anonymat. Il y a Caroline, qui arrive en 2012. À 33 ans, cette cadre de la fonction publique est épuisée. Entre son rôle de mère de 2 jeunes enfants et une vie de couple où elle se sent seule, la charge mentale est devenue un fardeau de plomb. Sur les conseils de sa propre mère, elle franchit les portes du domaine de Granès. Elle cherche des outils pour aller mieux, une boussole pour orienter sa vie. Sa première rencontre avec Cyril Adam est un choc esthétique et spirituel. Elle est subjuguée. L'homme qui se présente à elle n'est pas un simple enseignant. Il arrive paré de plumes, tenant le calumet de la paix, au rythme de danse ancestrale. Il est grand, il semble bon, il respire une sagesse séculaire. Jean-Baptiste Cesbron, qui défendra plus tard les intérêts des victimes, souligne le magnétisme immédiat de ce personnage charismatique. Avec sa flûte et son tambour, Loup Blanc crée un folklore saisissant, loin de l'austérité des retraites classiques. Puis vient Alice, en 2019. À 34 ans, cette esthéticienne de talent, habituée au luxe des palaces parisiens, cherche une détox émotionnelle. Pour elle, Loup Blanc est une révélation. Son sourire charmeur, son approche amicale et ses récits de voyages intérieurs la transportent. Elle se sent pleinement épanouie, convaincue d'avoir trouvé le guide qui lui permettra de rayonner à nouveau. Enfin, il y a Patrick. Son histoire avec Cyril Adam remonte à 2494. Il n'a alors que 21 ans. Curieux, il découvre un monde où l'amour semble circuler sans entrave. Pour ce jeune homme en quête de repères, Cyril Adam devient le père qu'il n'a jamais eu. C'est un déclic déterminant. Patrick rejoint le mouvement, y rencontre sa future femme et décide d'y consacrer sa vie. Au-delà de la mise en scène, Loup Blanc revendique des pouvoirs extraordinaires. Il se présente comme un mage blanc, un messager divin capable de commander à la pluie et de communiquer avec les animaux. Il joue sur la corde sensible de la foi et du merveilleux. Il parodie des rituels sacrés, distribuant le pain et le vin comme un nouveau messie. Les cérémonies sont des moments d'une intensité rare. La danse du condor, au son lancinant des tambours, plonge les participants dans des états de transe collectif. Certains pleurent, d'autres imitent des animaux, tous sont emportés par une énergie qui dépasse l'entendement. En 2014, cette transe chamanique fait même l'objet d'un documentaire diffusé au Centre Pompidou à Paris. Cyril Adam y affirme qu'il transforme l'ADN, qu'il est 100% loup. Il promet le lâcher-prise absolu. Pour Caroline, c'est une révélation. Elle ressort des séances avec un sentiment de puissance nouvelle. Elle se sent forte, ignorant encore de la toile qui se tisse autour d'elle. Cependant, derrière la façade de l'harmonie, une structure rigide s'installe. Le mouvement, baptisé le chamanisme de l'origine, fonctionne comme un système clos. Xavier Bénéroso analyse ce mélange idéologique habile, un peu de bouddhisme, une touche d'hindouisme, un soupçon de taoïsme. Cyril Adam crée sa propre religion dont il est le seul maître. Le discours se teinte progressivement de complotisme. Le monde extérieur est décrit comme hostile, les médecins sont des ennemis, les politiques ne cherchent que l'argent. Le château de Granès devient le seul refuge sûr, l'unique lieu de vérité.
Les enquêteurs spécialisés dans les dérives sectaires découvrent bientôt la réalité du quotidien au château. La dévotion envers le maître est totale. On ne l'approche pas, on se prosterne. Les adeptes doivent s'incliner devant son trône, même vide. Les journées commencent avant l'aube et se terminent tard dans la nuit, rythmées par des heures de méditation épuisantes et des repas frugaux. Cet affaiblissement physique et intellectuel rend les disciples poreux à l'enseignement du maître. Cyril Adam utilise également des substances, des plantes comme l'ayahuasca ou l'iboga, pour induire des hallucinations et renforcer son emprise. L'organisation est pyramidale. Au sommet, le maître. Juste en dessous, les MacGregor, une garde rapprochée portant le tartan écossais, symbole de grâce suprême. Les autres aspirent à les rejoindre, acceptant humiliation et punition pour prouver leur loyauté. Cyril Adam règne par la terreur psychologique, utilisant l'humiliation publique pour asseoir sa toute-puissance. Même à distance, l'influence demeure. Les adeptes doivent réciter des prières à des heures précises devant la photo du maître entouré de bougies. La famille de sang est remplacée par la famille du groupe. Les liens sociaux extérieurs sont rompus. Patrick témoigne de la difficulté de partir, quitter le mouvement signifie perdre ses amis, sa famille et parfois son couple. Cyril Adam s'ingénie à briser ceux qui tentent de s'échapper. Le tournant de l'affaire survient lorsque 5 femmes et 2 hommes décident de briser le silence auprès de la Mivilude en septembre 2020. Ils dénoncent des faits de viol et d'abus de faiblesse. Caroline raconte comment, en 2015, Cyril Adam l'a convaincu que son âme avait besoin d'un travail tantrique pour évoluer. Sous couvert de spiritualité, il impose des rapports sexuels. Caroline, subjuguée par l'aura du maître, ne parvient pas à dire non, bien qu'elle se sente comme un morceau de viande après chaque séance. Alice vit un calvaire similaire en 2019. Ce qu'elle pensait être un enseignement sacré se transforme en acte sexuel imposé. Elle est sidérée, incapable de réagir face à celui qu'elle considère comme une divinité. Le traumatisme est profond. Elle finit par s'enfuir du château et doit être hospitalisée pendant 3 mois pour des attaques de panique dévastatrices. Le 7 décembre 2021, les forces de l'ordre interviennent au château de Granès. Cyril Adam est placé en garde à vue. Face aux enquêteurs, il reste serein, niant farouchement être un gourou. Il parle de coaching spirituel et de liberté individuelle. Son avocat, Carlo Alberto Brusa, soutient que les relations étaient consenties et que les disciples étaient libres de partir à tout moment. Pourtant, le témoignage des victimes dessine une réalité bien différente, celle d'une contrainte psychologique invisible mais réelle. Le procès qui s'ouvre est celui de la dignité retrouvée. C'est l'histoire de personnes qui, après avoir cherché la lumière à travers un autre, découvrent qu'elle la porte en elle-même. La justice doit maintenant trancher entre la liberté de croyance et la protection des vulnérables. Au-delà des accusations, ce récit est une ode à la résilience humaine, un rappel que la véritable harmonie ne peut naître de la soumission, mais de la vérité et du respect de soi.